Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Nous allons découvrir ensemble les grands titres de cette édition. La transition numérique est en marche à Monaco, vous le savez, et la crise nous a démontré combien cela était utile dans notre vie de tous les jours, pour les particuliers, mais aussi bien sûr pour les entreprises. La signature électronique pour les professionnels vient d'être officiellement lancée aujourd'hui. Julien Dejanovic, le directeur des services numériques, nous expliquera comment cela fonctionne. Et nous sommes également allés vous demander de votre côté le regard que vous portiez sur le numérique, entre dématérialisation des procédures administratives, télétravail ou bien encore enseignement à distance. C'est sans pression, mais toujours avec talent que les basketteurs monégasques ont remporté leur dernier match de top 16 d'Eurocup. Ils se sont imposés 98-89 face à Malaga. Qualifiés avant même ce match, ils filent désormais vers les quarts de finale de la compétition. Le printemps approche, les conditions météorologiques nous en donnent d'ailleurs un avant-goût. La végétation s'épanouit et cela signe le retour des allergies. Sur fond de crise sanitaire, les éternuements à venir vont créer de la confusion. Nous serons avec l'un des pneumologues du centre hospitalier Princesse Grace, le docteur Marjorie Loriou. Et tout de suite, pour ouvrir cette édition, les autres grands titres du jour, au premier rang desquels ce confinement, un week-end de plus au moins dans le département des Alpes-Maritimes. Bonsoir Alexandra Pani. Bonsoir Patricia. Après 2 week-ends de confinement dans les Alpes-Maritimes, Gabriel Attal a annoncé maintenir ces mesures pour cette fin de semaine lors de son point presse ce mercredi. Des mesures qui produiraient des effets selon le porte-parole du gouvernement français. Le taux d'incidence a baissé de 22% en une semaine, mais reste encore élevé, tout comme la saturation des réanimations. Un point sera fait la semaine prochaine pour envisager de lever la mesure. Des nominations de magistrats ont été officialisées aujourd'hui. 3 nominations précisément de magistrats. Alexia Brianti, anciennement substitut du procureur général, est nommé juge au tribunal de première instance. Sébastien Biancheri, qui était lui vice-président du tribunal de première instance, devient conseiller à la cour d'appel. Et finalement, Olivier Zampirov, anciennement premier substitut du procureur général, est nommé procureur général adjoint. Le mois de mars sonne la mobilisation pour le dépistage du cancer colorectal. Mars bleu, la campagne de dépistage du cancer colorectal a débuté. Il s'agit du 3e cancer le plus fréquent et le 2e le plus meurtrier. Alors à partir de 50 ans, on se fait dépister. Le dépistage organisé permet de repérer et traiter ce cancer à un stade précoce en retirant les polypes. Une invitation du Centre monégasque de dépistage est envoyée à tous les hommes à partir de 50 ans. N'hésitez pas, faites-vous dépister, le test est gratuit, rapide et indolore. Une confirmation enfin, Ever, le salon des énergies renouvelables, sera de retour en 2021. C'est une première, l'événement déménage du côté du chapiteau de Fontvieille. La 16e édition d'Ever se tiendra du 5 au 7 mai. Constructeurs automobiles, de roues, habitat durable, les acteurs de l'énergie décarbonée ont répondu présent. Cette année, 30 véhicules seront proposés à l'essai gratuitement. Au programme également le village des startups, les tables rondes autour des énergies propres et la finale du concours Meta Europe. Le numérique est partout, difficile d'y échapper. Commerce en ligne, enseignement à distance, télétravail, il est indispensable d'être connecté. Et vous, qu'en pensez-vous? Vanessa Dessy est allée à votre rencontre. C'est un des grands gains qu'on va avoir de la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, en particulier pour Monaco, où on connaît les problèmes de place et de coûts des loyers. C'est une bonne chose, hein. Ça évite la rupture en fait, de l'économie tout simplement. Hein. Je pense que c'est assez novateur et surtout que c'est quelque chose qui perdurera après la crise sanitaire dans la mesure où ça permet de travailler quand même dans des endroits différents. Moi je suis en médecine, donc nous le télétravail c'est évidemment impossible, on fait de la téléconsultation. Ce qui est une nouveauté, hein, j'en faisais jamais avant, ça permet effectivement de pouvoir voir les patients à distance. C'est un vrai plus, effectivement. Des fois il y en a qui n'ont pas les moyens pour acheter. Et des ordinateurs, des téléphones, des électroniques, des trucs électroniques. Là-bas, tu arrives mieux à suivre et quand tu es chez toi, tu n'arrives pas bien des fois. On peut facilement se sentir isolé si on est à 100% en télétravail et puis il y a des liens sociaux effectivement qui sont indispensables à un bon fonctionnement en équipe. Et à l'heure de la dématérialisation et de la transition numérique, du nouveau depuis aujourd'hui pour les entreprises. Adieu la signature manuscrite, place à la signature électronique. Comment cela fonctionne-t-il? Réponse tout de suite avec le directeur des services numériques. Bonsoir Julien Dejanovic. Bonsoir Patricia.
Qu'est-ce qu'une signature électronique? Alors, effectivement, nous sommes en train de franchir une étape importante pour la transition numérique des entreprises. Nous lançons aujourd'hui le cachet électronique ou la signature électronique pour les entreprises. En fait, c'est un objet que l'on appose sur un document numérique et qui va permettre de transposer la valeur légale et probante d'une signature manuscrite vers un document numérique. Comment cela fonctionne très concrètement? Cette signature permet trois choses. La première, c'est d'identifier de manière certaine l'émetteur de la signature. La deuxième chose, c'est d'horodater le moment de la signature, ce qui peut avoir une importance capitale dans certaines relations contractuelles. Et le troisième point, très important, permet de s'assurer de la non-modification du document après la signature. En quelque sorte, ça va sceller le document. Et pour bien comprendre, dans quel cadre, par exemple, peut-on utiliser cette signature électronique en entreprise? Quel type de procédure? Déjà, dans toutes les relations contractuelles, on va pouvoir éviter de imprimer les contrats, de les signer. Aujourd'hui, si j'ai un contrat de plusieurs dizaines de pages, je suis obligé de parapher chaque page. Là, je vais gagner du temps parce que je vais pouvoir directement sur le document numérique poser ma signature électronique. Il y a également un autre cas d'usage très important et très attendu par les entreprises, c'est la dématérialisation des bulletins de salaire. Effectivement, la loi demande pour la dématérialisation des bulletins de salaire que l'entreprise appose un certificat numérique sur chaque bulletin. Grâce à ce cachet qui va être distribué aux entreprises, les entreprises vont avoir possibilité de proposer la dématérialisation de ces bulletins à leurs salariés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a près de 700 000 bulletins de salaire distribués par an à Monaco. Donc vous imaginez l'économie si jamais toutes les entreprises pouvaient et décidaient de dématérialiser les bulletins de salaire. Donc il y a un gain de temps, il y a aussi le respect de l'environnement en toile de fond, beaucoup d'avantages, hein. Oui, il y a aussi la simplification et la fluidification des échanges. Imaginez aujourd'hui dans un monde où la crise que nous traversons oblige à des rapports plus distanciés, notamment au travail. On va pouvoir, par exemple, un conseil d'administration qui se tient de manière dématérialisée, on va pouvoir signer le PV du conseil d'administration de manière dématérialisée et pouvoir ainsi avoir le document comme avec la même valeur probante que s'il avait été signé de manière manuscrite. C'est donc une sécurité. Et en termes de sécurité, j'imagine que c'est indispensable aussi avec les nouvelles normes mises en place aujourd'hui, hein. Exactement. En fait, ce projet a été mené en collaboration avec l'Agence monégasque de sécurité numérique, puisque c'est eux qui émettent ce qu'on appelle les certificats racines, qui vont, on va dire, garantir la provenance de ces cachets, la sécurité de ces cachets. Donc on peut dire d'une certaine manière qu'on est plus sécure qu'une simple signature sur la feuille papier. Et pour obtenir ce certificat de signature électronique, il faudra s'adresser à la direction de l'expansion économique, dont je vous propose d'écouter le directeur, et nous nous retrouvons ensuite, Julien Dejanovic. Il faut donc se rapprocher de la direction de l'expansion économique par email en priorité à l'adresse esign@gouv.mc et faire une demande qui sera donc étudiée par notre officier à l'intérieur de la direction de l'expansion économique. Le dossier sera ensuite instruit et vous recevrez une proposition de rendez-vous pour venir régulariser votre requête à la direction de l'expansion économique. Et vous seront remises à ce moment-là donc un certificat numérique et une signature électronique, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Et vous pourrez ainsi, donc, à partir de ce moment-là, recevoir un email avec les codes d'activation qui vous permettront après de pouvoir signer normalement, comme si vous signiez de manière écrite. Il faut combien de temps à peu près pour mettre en place ce service ? Alors écoutez, c'est très rapide, puisque sans compter la prise de rendez-vous, mais le rendez-vous effectif, ça prend 20 minutes à 25 minutes pour que
on vous remette la clé USB avec donc les différents documents que vous introduisez sur votre ordinateur pour pouvoir activer votre signature et votre cachet électronique. La signature étant pour la personne et le cachet étant pour l'entreprise. Les deux engageant la responsabilité de l'entreprise comme une signature manuscrite. Nous venons donc d'entendre Serge Pierre-Yves sur les modalités logistiques de la distribution de cette signature électronique. Julien Dejanovic, après la mise en place de cette signature électronique pour les entreprises, quelles sont les prochaines étapes ? Les prochaines étapes, ça va être les textes réglementaires qui vont permettre de cadrer tout ce qui concerne l'archivage électronique des documents pour les entreprises, c'est-à-dire de pouvoir transposer tous les mètres carrés d'archives papier, de pouvoir les convertir en archives numériques. Ça ne peut pas se faire sous n'importe quelle condition. Il faut un cadre réglementaire qui va sortir bientôt et qui va permettre à beaucoup d'entreprises de faire des économies importantes en termes notamment de surface et de locaux. Et pour ce qui concerne les particuliers, quand auront-ils accès eux aussi à cette signature électronique ? Alors c'est effectivement également un projet que nous avons en cours, notamment avec la mairie de Monaco et la direction de la sûreté publique, puisque prochainement les cartes d'identité monégasque et les cartes de résident seront associées à une identité numérique qui permettra en outre de procéder à la signature électronique des documents pour les particuliers et nous aurons des séquences d'informations prochainement pour donner plus de détails sur ces sujets. Julien Dejanovic, merci d'avoir répondu à ces questions à l'heure de la mise en place à Monaco de la signature électronique pour les entreprises et l'administration. Merci Patricia. Les basketteurs monégasques avaient l'esprit tranquille avant d'affronter mardi soir Malaga en top 16 d'Eurocup, mais ils n'ont pas pour autant laissé filer l'occasion d'une belle victoire en s'imposant 98-89. Le récit du match est signé Frédéric Elion. Déjà qualifiée et assurée de finir première de son groupe, la Roca Team termine la phase de poule de top 16 d'Eurocup sur une bonne note avec une 5e victoire en 6 matchs obtenue avec sérieux à Malaga. Pas de blessés, une bonne gestion des temps de jeu, bref, une soirée parfaite en Andalousie. Monaco entame le match du bon pied, la défense est en place, l'adresse au rendez-vous, 24-18 pour la Roca Team après 10 minutes. Le deuxième quart-temps est par contre un cauchemar pour les Monégasques avec 37 points encaissés, une adresse folle à 3 points côté Malaga et un Yannick Nzosa performant à l'intérieur avec ses 16 points à 8 sur 9 au tir pour le plus grand plaisir des 400 spectateurs venus assister à la rencontre. Monaco limite la casse et rentre au vestiaire avec un retard de 7 points, 55-48. En deuxième mi-temps, les joueurs de Mirko Kokoljit, qui remplaçaient encore une fois Zvezdan Mitrovic sur le banc, retrouvent leur basket. Plus d'agressivité en défense et un pourcentage sublime de 70% de réussite à 3 points sur l'ensemble du match. Sur ce tir de Dibost, 21 points au total, Monaco égalise à 77 partout. Côté espagnol, Jaime Fernandez et ses 28 points fait tout pour offrir une deuxième victoire à Malaga dans ce top 16. Mais Mathias Le Sort, 21 points et 11 rebonds, fait mal à ses anciens coéquipiers dans le Money Time. 2 paniers consécutifs avec la faute, Monaco se détache nettement et l'emporte 98-89. We opened the game on a good way, but the second quarter was really bad. I mean, we was defensively bad. We lost control offensively, and then they hurt us, of course, defensively. So basically, I'm satisfied. We was. I guess this was the first game and the last game this season when we came without having any pressure playing the game because we came here already finishing on the first place. We play offensively very good. Some players, I mean, we shoot very well. We shoot almost 70% for 3. Some players really contribute very good. I think we did a great job offensively, defensively. You know, we was not preparing this game like we normally do, but they know this team and they just went out and they did the job. I'm happy that some other players who maybe didn't play that much this season, they used the chance on the best way. I hope they will continue on the same way. Every game is important. You know, we play to win every game. We've got to keep our rhythm, so I'm glad we won. I think we came out a little more serious in the second half and played our type of defense. They hit some tough shots, but we played our type of defense in the second half. Cette victoire est un beau cadeau d'anniversaire pour Abdoulaye Ndoye qui fêtait mardi ses 23 ans.
En quart de finale, Monaco affrontera Podgorica. Les Monténégrins ont dominé Ljubljana dans un match couperé pour la qualification. Et le match aller des quarts de finale est prévu le 23 mars. C'est ce que l'on appelle un marronnier. Cela revient chaque année et c'est exacerbé au printemps. Les allergies sont de retour. Avec la végétation qui bourgeonne et fleurit, ce sont autant de menaces pour les personnes sensibles. Le docteur Loriou, pneumologue au centre hospitalier Princesse Grace, est notre invité. Bonsoir Marjorie Loriou. Bonsoir. J'imagine que depuis l'arrivée de la Covid, de nombreux amalgames sont faits, à tort, entre les premiers symptômes de la maladie et les allergies. Effectivement, on pourrait confondre dans un premier temps l'arrivée d'une rhinite d'allure allergique et d'une rhinite infectieuse, plutôt causée avec la Covid. Sauf qu'avec la Covid, les symptômes se majorent avec arrivée de fièvre, de toux et tous les autres symptômes qu'on lui connaît. Tandis que la rhinite allergique reste une rhinite bénigne, avec un écoulement nasal, un prurite des muqueuses, des éternuements surtout. Donc le premier des conseils en cette période, c'est de ne surtout pas s'affoler trop vite. Hein. Exactement. Docteur, qu'est-ce qui caractérise les allergies ? C'est une réaction de notre système immunitaire qui n'est pas adaptée, où il y a une rupture de la tolérance avec notamment l'environnement. Plusieurs types d'allergies, les allergies respiratoires sur les pneumoallergènes qu'on peut respirer, les pollens, les animaux, les acariens, les moisissures qui donnent une rhinite allergique. Il peut s'accompagner aussi d'une conjonctivite allergique et ça peut se compliquer avec réaction au niveau des voies aériennes basses avec notamment l'asthme. Et après il y a d'autres allergies aussi cutanées avec de l'eczéma et d'autres allergies encore avec des chocs anaphylactiques qu'on peut voir aux allergies aux médicaments, aux aliments, aux hyménoptères. Oui, le spectre est très large. Certaines allergies peuvent être fatales ? Certaines allergies peuvent être fatales. C'est le cas des chocs anaphylactiques, mais uniquement lors d'ingestion ou d'administration intraveineuse de médicaments, d'aliments ou les piqûres d'hyménoptères. Donc cela ne concerne pas les allergies ponctuelles qui arrivent avec le printemps ? Absolument pas. Tout ce qui touche la sphère ORL et pulmonaire, mis à part les asthmes sévères, restent des affections bénignes, notamment la rhinite. Comment peut-on se protéger contre les allergies qui viennent de l'environnement extérieur et qui sont décuplées au printemps notamment ? Alors, notamment pour tous les pollens, malheureusement, il n'y a pas de solution radicale. S'il y a des symptômes d'allergie, allez voir le médecin traitant ou un allergologue pour avoir un traitement efficace pour être calmé. Des choses simples, tout comme se laver le nez avec du sérum physiologique, peuvent déjà être un très bon moyen pour calmer les symptômes. Ensuite, s'il s'agit d'allergie au pollen de l'environnement, essayez d'aérer la maison sur les périodes de la journée où la pollinisation est moindre, notamment la nuit. Les pollens sont libérés majoritairement avec le soleil, avec le temps sec et chaud, et un peu moins la nuit. Les temps aussi où il y a beaucoup de vent vont favoriser la dissémination des pollens, donc essayez de se protéger. Un parallèle avec la Covid, effectivement maintenant nous portons tous des masques chirurgicaux ou en tissu dans la rue, ce qui peut améliorer pas mal les personnes allergiques. C'est un geste barrière également contre les pollens. Quels sont les végétaux, les plantes dont il faut le plus se méfier ? On pense au cyprès. Alors, on peut développer des allergies à absolument tous les végétaux, tous les pollens. Bien sûr, il y en a qui sont un peu plus allergisants que d'autres. Les plus fréquents qu'on connaît, c'est le cyprès, effectivement. L'olivier aussi, dans notre région, qui est très allergisant. Et lorsque l'on parle du traitement des allergies, cela peut aller, je crois, jusqu'à la désensibilisation, c'est cela ? Tout à fait. On commence tout d'abord par un traitement symptomatique. Et si le patient n'est pas suffisamment contrôlé avec le traitement symptomatique, associant des antihistaminiques, les lavages de nez, des fois des corticoïdes locaux, on peut, à la suite d'un bilan allergologique complet, si l'allergie ne concerne qu'un pollen ou 2 pollens grand maximum, on peut proposer une désensibilisation. Mais est-ce que l'on peut combattre tout type d'allergie ? On n'arrive pas encore à combattre toutes les allergies. Donc pour l'instant, non. Au niveau des pollens, on ne peut pas désensibiliser tout le monde et chaque personne va avoir une sensibilité différente à cette désensibilisation.
En moyenne, 70% des patients allergiques sont répondeurs à la désensibilisation. En conclusion, y a-t-il des tranches d'âge plus vulnérables face aux allergies ? On a tendance à croire que les allergies touchent beaucoup les personnes jeunes et que ça ne peut pas arriver à partir d'un certain âge. C'est faux. Il y a plusieurs pics de réactions allergiques dans la vie. Bien sûr la petite enfance, l'adolescence, mais également tous les facteurs hormonaux chez la femme, notamment les grossesses, peuvent aussi favoriser l'arrivée des symptômes de l'allergie. Et puis la ménopause ou l'âge avançant, on a des gens aussi qui se découvrent allergiques à l'âge de 50, 60 ans. Merci docteur Marjorie Loriou et nous retiendrons donc qu'il est d'autant plus important dans ce contexte de porter le masque et qu'il protège donc aussi contre les allergies. Merci. De rien, merci à vous. Un nouveau point avec Alexandra Pagny et les autres informations du jour à retenir. Les Monégasques ayant besoin de papiers d'identité vont découvrir de nouveaux locaux lorsqu'ils vont se rendre au bureau de la nationalité à la mairie. Oui, après 4 mois de travaux, le bureau de la nationalité va rouvrir au public ce jeudi. Ces aménagements ont été nécessaires, notamment pour accueillir une nouvelle machine dédiée à l'édition prochaine de la nouvelle carte d'identité électronique et au stockage sécurisé de ces cartes. Je vous rappelle que le service d'état civil nationalité est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h et uniquement sur rendez-vous. La patinoire vient de refermer ses portes et l'on peut dire que l'engouement n'a pas faibli cette année. Oui, on peut parler tout de même d'un beau succès cette année pour la patinoire, malgré les restrictions de déplacement. Les chiffres de fréquentation globale sont en baisse par rapport à l'année dernière, avec 21 127 entrées contre 28 674 la saison dernière. Mais les Monégasques et résidents ont bien répondu présent cette année, avec une augmentation des forfaits saison et des cartes scolaires. Enfin, les prévisions météo pour la journée de jeudi, quel temps fera-t-il ? Patricia, nous aurons une journée largement ensoleillée en ce 11 mars, avec quelques passages nuageux dans l'après-midi, mais rien de menaçant. Les températures seront très agréables pour la saison, avec un maximum de 15 degrés. Nous fêterons les rosines. Des conditions idéales pour aller découvrir le centre botanique de Monaco, un centre qui avait déménagé il y a quelques mois et au cœur duquel se trouvent des cactus et succulentes hors normes. Nous vous proposerons un reportage sur ce site jeudi dans le journal de 19h qui vous sera présenté par Émilie Rousseau. Et c'est sur des photos de Stéphane Dana au centre botanique justement que nous nous quittons. Très belle et douce soirée.